Donc, enchanté tout le monde, je suis Alim Daoumer et je suis l'un des cofondateurs de Commit Technologies. Nous sommes ravis de vous recevoir pour ce webinaire qui va traiter de la mise en place d'une chaîne CI/CD sur notamment l'outil Talend. Voilà. Il y avait une trentaine de personnes inscrites. Nous sommes un peu plus d'une dizaine de personnes connectées. On va pouvoir démarrer. Ce que je vous propose, c'est de commencer rapidement par un tour de table, juste des personnes qui vont être actrices lors de ce webinaire. Moi, je suis Aline Daumer et comme je vous le disais, je suis le cofondateur de Comic Technology. Et j'adresse notamment les aspects commerce, marketing et alliance avec les différents éditeurs. Voilà. Sébastien? Sébastien Malotti, cofondateur également de Commit Technologies, et j'ai la casquette de CTO et j'ai une quinzaine, un peu moins d'une quinzaine d'années d'expérience sur l'outil Talend et les différentes briques de cet outil. Et Alexandre? Oui, bonjour à tous. Alexandre Nasri, donc consultant DevOps chez Commit Technologies. Je travaille principalement sur des contextes data et cloud, voilà, depuis à peu près 6 ans. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter la partie Talent CI/CD et le Zero Install Workflow. Super. Bon. Donc, juste rapidement, une petite introduction. Donc, sur Commit Technology, nous sommes une ESN, Pure Player Data. On accompagne l'ensemble de nos clients de la stratégie data jusqu'à la mise en œuvre de leur projet sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la data. Donc, la stratégie, évidemment, la partie gouvernance et data management, la partie mise en place des architectures et infrastructures data, qui comprend également la partie DevOps, évidemment, la partie data engineering, et pour arriver, in fine, sur la partie analytics, donc BI, data viz et data science. Nous sommes 3 fondateurs, nous sommes plus d'une vingtaine de collaborateurs. On a plus d'une vingtaine de clients actifs, une trentaine de projets réalisés ou en cours. On a un collectif très fort, notamment en termes de travail d'expertise en interne et en externe, mais aussi en termes d'équilibre, notamment avec un climat social assez favorable, avec des parts d'intéressement, typiquement des congés supplémentaires pour l'ensemble de nos collaborateurs, etc., etc. En termes de choix technologiques, je vous laisse regarder, on est agnostique et c'est l'une de nos valeurs principales. On a des outils qu'on aime bien, tous au même titre. Et évidemment, on va conseiller le meilleur outil selon le contexte client. Talend, dont on va parler aujourd'hui, on fait évidemment partie. Et puis, on est agnostique également sur la partie cloud. Voilà, tout simplement. En termes de clients, comme vous pouvez le voir, on accompagne des sociétés à taille humaine et puis jusqu'aux grands groupes du CAC 40. Donc voilà, selon différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà pour la petite intro sur Commit. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On sera ravis d'y répondre. Et je vous propose d'enchaîner avec du coup le sujet qui nous a réunis aujourd'hui. Alex, à toi. Merci Alim, et encore une fois, bonjour à tous. Bienvenue sur ce deuxième webinaire orienté cette fois sur de la partie DevOps. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je me représente rapidement. Je suis Alexandre Nasri. Je suis consultant DevOps chez Commit Technologies. Ça fait 6 ans que je travaille dans le domaine du consulting et plus principalement sur la partie data, et notamment sur les technologies comme Talend et dans le cloud sur la partie AWS, GCP et même parfois un petit peu de Azure. Donc, dans le cadre de cette présentation aujourd'hui, je vais vous parler donc du Talend CI/CD et plus précisément du Zero Install Workflow. Comme l'a dit Alim, aujourd'hui, on est en totale un petit peu détente. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou même dans la partie Q&A et on n'hésitera pas à vous répondre. Nous aussi, de notre côté, on va forcément un petit peu vous poser des questions à travers des sondages durant toute la présentation. Donc, n'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse un petit peu aussi aiguiller la présentation en fonction de vos connaissances sur le sujet.
Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais revenir rapidement sur la partie DevOps et CI/CD, revenir sur les principes fondamentaux de ce qu'est chacune des briques, donc DevOps et CI/CD. Derrière, je vais vous présenter la vision de Talend sur la partie CI/CD, avec les différentes briques sur lesquelles se base Talend là-dessus. Et pour terminer par une petite démo pour vous présenter ça de manière un peu plus concrète. Donc, avant de commencer, sur la partie dite DevOps et CI/CD, on va vous envoyer un premier sondage pour savoir un petit peu à quel point vous avez d'ores et déjà mis dans vos contextes clients ou même dans vos entreprises la mise en place de process CI/CD ou en tout cas de principes DevOps au sein de vos problématiques data. Donc, normalement, vous allez voir un petit sondage qui va apparaître. N'hésitez pas à y répondre. Alors, je vois pas forcément le sondage, du coup, je ne sais pas s'il a été, il a été envoyé. Si, on a bien reçu. Ok, super. Moi, je le vois. Ok. On attend une petite minute peut-être pour que les gens puissent y répondre. 13 réponses à 85% non pour l'instant. Ok. Ça marche. Ça intéressant. Donc, pas beaucoup de process CI/CD, c'est ça? De ce que je comprends? Oui, majoritairement non, en tout cas dans le contexte plutôt data. Je suppose que dans les contextes de développement applicatif, oui, Ouais. mais pas forcément la data. Ok. Et du coup, je vais avancer sur la présentation. Bah, ça tombe bien. Bah, du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans un contexte data. Donc, pour revenir d'abord aux fondamentaux, je vais vous expliquer déjà le principe du cycle de développement logiciel, qui est applicable à la fois pour des applications classiques, mais aussi pour des flux ETL, comme ce que peut proposer Talend. Alors, on va forcément commencer par l'analyse et définition des besoins. L'idée étant, c'est que votre profil métier va vous contacter, vous demander de répondre à un besoin spécifique. De là, ça va être avec votre chef de projet qu'il va échanger pour exprimer un besoin et rédiger ce qu'on appelle du coup une expression de besoin. Derrière, on va en rédiger un document technique pour derrière traduire ce besoin métier en solution technique. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, on va potentiellement aussi inscrire différents documents de test pour valider finalement que le développement que l'on va proposer corresponde bien aux résultats attendus. Et de là, on peut, une fois que tous ces éléments ont bien été cadrés à travers ces différentes spécifications fonctionnelles et techniques, on va pouvoir passer au développement. Là, c'est finalement le développeur qui va prendre un petit peu la casquette du sujet en commençant à développer l'ensemble des features demandées et de réaliser aussi les différents test cases. Une fois que les développements sont terminés, on passe en phase de Q&A où ça va être plutôt le QA engineers qui va s'occuper de cette partie-là, où on va plutôt passer sur des phases de recettes fonctionnelles, où là, vos utilisateurs métiers vont potentiellement intervenir pour tester l'outil et vérifier que les résultats sont bien ceux attendus. Si on rencontre des erreurs lors de cette étape-là, on va potentiellement reboucler sur des phases de développement et de test et faire un petit peu de rework sur les développements. Une fois qu'on est à peu près d'accord sur les résultats attendus, on part en go live. Donc là, ça va être plutôt le responsable opérationnel de l'architecture qui va s'occuper de déployer finalement votre application dans les différents serveurs et les différents environnements, que ce soit dev, recette, prod, etc. Une fois que, et on l'espère, que les déploiements se sont bien déroulés, derrière, on passe à la phase de maintenance. C'est là où le développeur, finalement, va continuer à maintenir ce qui a été déployé et potentiellement rajouter ou corriger des potentielles erreurs à travers des différents patchs. Donc ça, c'est le premier cycle, c'est le cycle complet d'un développement logiciel classique. Et il peut derrière être du coup cyclique, puisque les métiers, les utilisateurs métiers vont potentiellement revenir vers vous avec des idées de nouvelles fonctionnalités. Et vous allez repartir sur des spécifications fonctionnelles, techniques, des développements, des tests et du redéploiement. Donc ça, c'est dans les grands principes.
Pourquoi je suis revenu sur ces fondamentaux-là? Parce que pour nous, la démarche DevOps, elle est transverse finalement à ces différentes étapes. Donc l'idée, c'est d'accompagner le cycle de développement logiciel avec de l'automatisation et de les décliner finalement sous différents aspects, à la fois sur la partie process, donc comme je vous le disais, avec des systèmes d'automatisation. On peut imaginer que initialement, vos utilisateurs, vos développeurs vont déployer à la main les différentes applications. L'idée, c'est de gagner du temps et de garantir finalement que le déploiement se déroule bien. Et du coup, on va éviter au maximum les interventions humaines lors de ces différentes étapes. Ça va être aussi de le décliner à travers des profils, donc des compétences, que ce soit des responsables opérationnels, donc les responsables de l'infra, des développeurs qui vont travailler en collaboration, mais aussi vos chefs de projet et même les utilisateurs métiers. Donc finalement, le DevOps, ça concerne un petit peu tout le monde, puisqu'on est tous concernés par ces étapes-là pour déployer au mieux les applications et le plus rapidement possible. Et enfin, le DevOps est également décliné avec des outils que je vais vous présenter juste après pour permettre finalement de la mise en musique un petit peu de toutes ces étapes-là et du principe de ce qu'on appelle le CI/CD. Donc finalement, dans votre cycle de développement, comme je vous l'ai expliqué, on va développer, on va vouloir pousser régulièrement le code, c'est ce qu'on va appeler de l'intégration continue, et on va vouloir déployer le plus rapidement possible l'application, c'est ce qu'on va appeler le déploiement continu. Voilà. Donc au niveau des briques CI/CD, on va retenir finalement les trois principales briques. Le serveur de gestion de version, lorsque vous allez vouloir collaborer avec différents développeurs, vous allez avoir besoin d'un référentiel de code. C'est là où vous allez pousser votre code pour travailler ensemble. Donc, je vous ai listé rapidement les trois principaux outils les plus connus. C'est la partie SVN, ça peut être aussi du Git, qui est le plus connu, le plus standard, on va dire, mais ça peut être aussi du Azure DevOps. Et les autres providers proposent également aussi leur vision du code repository. C'est aussi un référentiel d'artefacts. Donc, comme je vous le disais, la partie Git est plutôt en début de chaîne, c'est là où vous allez pousser votre code, vos sources. Et le référentiel d'artefacts est plutôt en fin de chaîne, puisqu'il va vous fournir finalement les builds et votre code compilé et packagé et prêt à être déployé sur vos machines. Et enfin, pour terminer, les outils DevOps en général, que ce soit du Jenkins, Azure DevOps ou GitLab CI. Et finalement, ces outils-là permettent finalement, comme je vous le disais, de mettre en musique des pipelines de données pour déclencher le build, les tests, le packaging de vos applications et aussi potentiellement le déploiement de ces applications-là. Donc pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, on va vous faire un deuxième sondage pour savoir un petit peu quels sont, vous, de votre côté, les outils DevOps? Bon, apparemment, il n'y en avait pas forcément beaucoup qui avaient mis en place des process CI/CD et DevOps dans le contexte data, mais est-ce que vous avez, de votre côté, des outils DevOps de pipeline pour vos applications en dehors des process data? Vous le voyez? Ouais, non, c'est disponible dans la conversation éventuellement et ça répond globalement. Celui qui ressort pour l'instant, c'est Azure DevOps, OK, la majorité des réponses. Celui de Jenkins et GitLab, OK. pas si surprenant. Pas mal de pro Microsoft dans la salle. Je pense qu'on est bon, tout le monde a à peu près répondu. OK. OK, super. Bah, du coup, merci, bah, en tout cas pour vos réponses. On va passer, du coup au sujet qui nous intéresse le plus, la vision de Talend sur la partie CI/CD avec, l'approche Zero Install Workflow. Alors, avant de vous présenter ce qu'est le Zero Install Workflow, je vais revenir sur les briques, fondamentales, CI/CD, de Talend et je vais commencer par le Talend Command Line. Donc pour résumer, le Talend Command Line, si vous êtes déjà un petit peu au fait de comment fonctionne Talend, donc l'idée, c'est un outil de no-code où vous allez principalement travailler sur un studio de développement où vous allez manipuler des composants pour faire des process ETL, donc pour l'extraction, la transformation et le chargement de données. Pour résumer, le Talend Command Line est équivalent au studio Talend, mais finalement sans l'interface graphique. Du coup, tout ce que vous pouvez réaliser sur le studio, vous allez pouvoir le réaliser depuis le command line. Il va prendre les sources générées, puisque Talend est un générateur de code.
il va récupérer les sources et pouvoir les builder. Donc, de générer des fichiers properties réalisés par Talend, en générer du Java. Donc ça, c'est vraiment l'outil fondamental et nécessaire pour pouvoir finalement automatiser vos processus de déploiement continu de votre code. Le deuxième outil fondamental, c'est le Talend Cloud Management Console, ou comme on l'appelle, la TMC. Et là, c'est finalement votre centre de contrôle. C'est ici où, au final, vous allez manipuler, gérer tout votre écosystème Talend. C'est là où vous allez pouvoir gérer vos utilisateurs. C'est là où vous allez pouvoir créer les tâches pour orchestrer l'ensemble de vos traitements Talend. Et c'est aussi là où vous allez potentiellement pouvoir monitorer l'exécution de vos jobs. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est que finalement, dans le principe, c'est que vous allez builder vos jobs avec le command line, et une fois que ces jobs sont buildés, vous allez les pousser dans la TMC, derrière, vous allez pouvoir finalement orchestrer les différentes étapes de vos jobs. Maintenant qu'on a vu ça, je vais revenir sur la notion de Talend Zero Install Workflow. Pour les plus anciens, avant la version 7.2, comment on réalisait un process CI/CD avec Talend? Tout simplement, on prenait un command line, comme je vous l'expliquais, on l'installait sur un serveur, qu'on laissait allumer, et derrière, à chaque fois qu'on allait pousser un job Talend, celui-ci allait être processé et traité par le command line qui a été installé. Une fois que le command line a réalisé l'ensemble des étapes, que ce soit la phase de build, de test de votre job et du déploiement, le command line était toujours up. Là, maintenant, ce qui est intéressant avec la version Talend Zero Install Workflow, c'est que depuis la version 7.2, ils ont introduit la notion de pouvoir télécharger à la volée votre command line. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendant d'avoir une machine dédiée et attachée pour pouvoir builder vos jobs. Donc, l'idée, sur quoi se base finalement ce process? Tout simplement par un petit plugin, le Maven Talend CI Builder. Comme je vous le disais, Talend génère du Java. Donc, qui dit Java dit généralement Maven. Et derrière, avec ce petit plugin, vous allez pouvoir déclencher les différentes actions, différentes steps de votre process CI/CD, que ce soit la génération des POMs, que ce soit la génération, le build de votre code, et aussi la partie deploy. Et enfin, pour les plus techniques d'entre vous, le Talend Studio et le command line sont construits sur la plateforme Eclipse. Et ce système de provisionnement, de récupération, de pouvoir récupérer à la volée ce command line repose sur le plugin Eclipse P2. Donc, c'est lui qui permet finalement d'automatiser l'installation de l'application directement sur votre machine à la volée. Pareil, je vais vous reposer une petite question de votre côté. Est-ce que la notion de Talend CI Builder et d'Eclipse P2 vous parle ou pas du tout? Donc, on va vous renvoyer un petit sondage dans le Teams. Donc à 75%, 76%, la réponse est non. Ok. Et au moins, on apprend des choses aujourd'hui. Je peux préciser que ces deux modules-là sont uniquement disponibles dans la version professionnelle de Talend également. Tout à fait, effectivement. La plupart des gens ne les connaissent pas aussi. Effectivement, pour information, comme le dit Sébastien, toutes les briques que je vous liste ici sont uniquement accessibles dans la version Enterprise de Talend et ne sont pas disponibles dans la version Open Studio. Donc, je poursuis la présentation. Donc, pour résumer, comme je vous le disais, le Talend CI Builder, c'est le plugin Maven fourni par Talend qui transforme donc vos sources, vos jobs Talend en classe Java en utilisant du coup le command line. Donc, à quoi ça ressemble concrètement lorsqu'on va exécuter des petites commandes? Bon, là, ça peut faire peut-être un peu peur pour les non-initiés, mais finalement, pour ceux qui font du Maven, ça reste assez classique. On va déclencher on va utiliser notre client Maven, MVN. On va faire appel à notre plugin et on va lui demander, par exemple, d'installer le command line sur la machine. Du coup, on va faire un MVN org talend CI builder Maven plugin, install, et on va y intégrer l'ensemble des paramètres. Les deux premiers paramètres sont
les URL par lesquelles il va récupérer le command line, et la deuxième URL est celle où il va pouvoir mettre à jour votre command line. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que potentiellement on peut se dire, si jamais vous voulez garder la machine pour X ou Y raison, il est totalement possible de télécharger une fois le command line et de vérifier s'il est bien à jour, et s'il ne l'est pas, du coup on va pouvoir le mettre à jour à la volée. Et la dernière ligne, le dernier paramètre, c'est bien sûr le paramètre de licence. Comme on vous le disait juste avant, celui-ci dépend finalement d'une licence Enterprise de Talend pour pouvoir être déclenché. Un autre exemple de commande, c'est pouvoir générer, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble des pommes, donc pour générer derrière les pommes de vos classes Java, avec le lien, encore une fois, de votre studio, le lien de la licence et les deux URL basés sur P2, comme je vous l'ai surligné en rouge, pour pouvoir aller télécharger finalement le command line. Donc si je vous résume ça à travers un schéma, on peut revenir rapidement là-dessus pour que vous puissiez mieux comprendre les différentes étapes qui se déclenchent lorsque je vais exécuter mon Maven. C'est qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais faire un Maven, il va se déclencher. Il va tout d'abord déjà vérifier si mon CI Builder est disponible sur la machine. S'il ne l'est pas, il va s'occuper de le télécharger à travers notre plugin repository. Donc, généralement, c'est parmi les outils que je vous ai partagés, ça peut être un Nexus ou autre. De là, une fois qu'on va récupérer ce plugin, on va pouvoir déclencher le script. Ce script, finalement, va vérifier dans un premier temps si le command line est présent sur la machine. S'il ne l'est pas, il va aller vérifier s'il est présent en cache, dans le local P2 cache. Et si ce n'est pas le cas, il va aller le télécharger dans l'URL qu'on a indiqué juste avant, le update.talend.com. Il va vérifier également si le command line est à jour et est-ce qu'il est up-to-date. Si ce n'est pas le cas, il va utiliser de nouveau, il va tenter de télécharger le command line avec les derniers patchs, avec la deuxième URL qui était listée, le update.talend.com. Et enfin, une fois que le command line est installé et mis à jour, il va pouvoir exécuter les différentes commandes que vous avez listées. Donc génération des POMs, les builds et le déploiement potentiel. D'un point de vue architecture, pour résumer aussi, donc votre cycle de vie logiciel, comment ça va se passer? Vous allez avoir votre Talend Studio, du coup, vous allez développer vos jobs ETL. Une fois que vous avez terminé de faire vos jobs ETL, vous allez les committer, vous allez les push dans votre référentiel de code, donc par exemple un Git. Une fois qu'ils sont poussés, ça va potentiellement, oui ou non, en fonction des règles de vos pipelines que vous allez paramétrer, déclencher un pipeline qui va du coup vouloir builder vos jobs. Donc, par exemple, depuis votre CI server, vous allez déclencher le Talend CI Builder qui va aller télécharger votre command line et du coup récupérer l'ensemble de vos sources et tenter de les builder pour ensuite, derrière, les déployer sous forme d'artefacts dans votre Talend Cloud. Donc, voilà les différents principes, grosso modo, des étapes de cycle de vie pour Talend. Donc, maintenant, je vais vous passer à la phase de démo pour vous présenter un petit peu plus, de manière un peu plus concrète, comment ça se passe. Hop, donc je vais pousser ça. Là. Et je vais commencer par le studio Talend. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, très bien. Ok, super. Donc là, c'est typiquement le studio Talend en tant que tel. Donc vous pouvez le voir, c'est assez simple. Vous avez vos composants au milieu, vous pouvez les manipuler, vous pouvez en intégrer des nouveaux, etc., etc., etc. Donc là, ça reste un job très simple, un job de démo dans le cadre de ce webinaire, où je vais générer de la donnée, différentes colonnes. Je vais vouloir les mettre dans un tmap qui me permet parfois de faire des jointures, des transformations. C'est un composant très puissant chez Talend. Et derrière, de l'afficher à travers ce qu'on appelle un tlog row. Donc, par exemple, si j'exécute mon job ici, ce que ça va donner, tout simplement, ça va m'afficher voilà, trois colonnes avec de la génération de données un petit peu aléatoire. Voilà. C'est vraiment du basico-basique. Donc, si je pars du principe que je vais vouloir rajouter une nouvelle feature, je vais vouloir, par exemple, rajouter une quatrième colonne ou une cinquième colonne à mon flux. Donc, je vais juste cliquer une fois de plus sur le petit bouton plus et ça me rajoute une cinquième colonne. Je fais OK.
Depuis la version 8, ce qui est intéressant, c'est que Talend a intégré la notion de Git depuis l'interface. Donc, ça vous permet de finalement pouvoir committer et traiter vos développements Talend comme du développement classique. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir intégrer une nouvelle feature, vous allez pouvoir la committer et intégrer un nouveau message à votre développement. Donc, par exemple, ici, je peux mettre ajout d'une 5e colonne, par exemple. De là, je vais vouloir ajouter ma modification à mon commit. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir committer mon développement. Donc, je vais enregistrer. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Okay. Il y a des questions. Il y a des mains qui sont levées. Ok, n'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, bonjour. C'est Bonjour. quelle version vous utilisez en fait là sur le studio? Là, c'est une version 8. Ah oui, d'accord. Ok. Je vois. Voilà. Ok. Merci. Oh, je vous en prie. Du coup, je viens de committer mes modifications et je vais pouvoir effectuer un push de mon code, comme si j'avais terminé mon traitement. Et du coup, là, je vois bien que le push des commits a bien été effectué. Donc là, maintenant, je vais basculer sur mon outil de pipelining. Donc, dans le cadre de notre test ici, on va utiliser GitLab. Et là, on peut vérifier, effectivement, je vais rafraîchir ma page. Voilà, ajout d'une 5e colonne. Donc, mon code a bien été poussé et a bien été rafraîchi. Là, on peut voir une petite horloge ou un statut running. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et finalement, c'est que mon pipeline s'est automatiquement déclenché lorsque je viens de committer. Comment ça se passe concrètement? Comment je définis finalement la recette de mon pipeline, c'est-à-dire ici la génération du job, puis derrière son déploiement? Tout simplement avec un petit script qui s'appelle le.gitlab ci.yaml. Et si on rentre à l'intérieur, vous allez y retrouver les petites commandes que je vous ai présentées juste avant, à savoir, dans un premier temps pour la génération du job, le nvn org talent ci builder generate all pumps, avec l'ensemble des paramètres, ma licence, mes URL, et avec un petit peu de verbosité pour la partie log et l'étape de déploiement avec, encore une fois, le petit MVN avec un clean deploy. Là, il va builder l'ensemble de mes jobs et les déployer. Où est-ce qu'il récupère le CI Builder? Tout simplement, je me suis déployé mon propre Nexus et j'ai juste à créer 2 repositories dédiés pour Talend pour qu'il puisse derrière pousser automatiquement son CI Builder. Donc, vous pouvez le voir ici, le Builder Maven plugin, sur lequel il va utiliser finalement pour faire toutes les étapes que je vous ai listées juste avant. Donc, si on retourne voir la partie pipeline, on peut voir ici, je vais aller dans les logs de génération de jobs. Et là, comme vous pouvez le voir, il commence à télécharger plein d'éléments. Et du coup, il est en train, en fait, actuellement, de télécharger le command line pour pouvoir builder les jobs. Donc là, vous pouvez le voir, il vient de terminer l'installation du command line. Il a commencé la phase aussi d'upgrade du command line si nécessaire et va pouvoir derrière déclencher finalement la génération des pumps de mon projet. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, pour l'instant, je suis resté assez basique dans mes étapes. Donc, la génération des pumps et finalement son déploiement. Mais on peut très bien aussi envisager et imaginer l'intégration de test case dans ces étapes-là. Et c'est une des questions aussi que je vais vous poser. À quel point vous utilisez à l'heure actuelle dans vos traitements Talend les test cases? Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à répondre au sondage pour voir un petit peu à quel point ces étapes-là sont utilisées. Personne n'utilise les tests. Ah, c'est pas bien. Non, mais, C'est ouais, pas bien. un petit peu quand même. On est Ah, ok. 94% non et 6% oui. Ok. Ce qui n'est pas si étonnant que ça. Donc voilà. Donc pour vous résumer, et puis derrière, là, je laisse le process se dérouler, ça prend à peu près entre 5 et 6 minutes pour faire l'ensemble des étapes. Donc derrière, je m'étais pris un petit peu en avance. Voilà. Donc là, on peut voir que l'upgrade est bien terminé. Il y a quelques petites erreurs, mais
rien de grave. Et derrière, il va continuer à s'occuper maintenant de la génération des pulses. Donc, du coup, on va pouvoir regarder en imaginant, je l'ai déjà fait en amont, mais ce qu'on attend et ce qu'on espère observer à la fin, c'est lorsqu'on va aller sur la TMC. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la TMC. Donc, comme je vous le disais, elle permet de piloter les traitements de vos jobs. Donc là, je n'ai déclenché aucun job, donc il n'y a aucun, aucun traitement en cours d'exécution. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie gestion et de voir les différents artefacts. Donc là, je me suis créé un espace de travail dédié qui s'appelle démo, dans le cadre de la présentation, et j'ai un artefact, celui qui s'appelle démo. Et du coup, on peut voir que mon process s'est bien déroulé et a bien déployé l'artefact en version 0.1.1. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, lorsque mon process sera terminé, on pourra rafraîchir la page et voir une version 0.1.2 qui sera déployée et prête à utiliser depuis la TMC pour pouvoir être déclenchée et être utilisée. Donc voilà. Donc ça, c'est pour résumer un petit peu dans les grandes lignes comment fonctionne le Talent CI/CD. Dans l'idée, pour résumer un petit peu la chose, c'est que dans les cas classiques, je peux vous parler rapidement d'un use case, un cas client sur lequel j'interviens en ce moment, où le client se retrouve au début avec un ou deux projets. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Depuis le studio, vous pouvez d'ores et déjà builder vos jobs et les pousser depuis le studio. Je vois, Sébastien, que tu essaies de parler. Je ne sais pas si c'est. Non, non, mais ne t'inquiète pas, finis ton argument et je Ok, réponds. d'accord. Ok, pas de souci. Donc, dans le cadre d'un cas client, il avait un ou deux projets pour commencer. Et au fur et à mesure, suite à son utilisation de Talend, ça s'est démultiplié avec plus d'une cinquantaine de projets et un peu plus d'une centaine de jobs. Donc de là, ça fait quelque chose d'assez volumineux finalement pour lui. Et il ne va pas s'amuser finalement à devoir traiter un par un l'ensemble de ses jobs pour les builder et les redéployer. Pour anecdote, c'est ce qu'il faisait au début. Et ça lui prenait à peu près quelques jours quand même pour faire l'ensemble de ses builds lorsqu'il y avait des nouveaux patchs et des nouveaux éléments à intégrer dans le cadre de la sécurité pour Talend. Sauf que depuis que Talend est passé dans le cloud, la mise à disposition des patchs est devenue quasiment mensuelle. Donc chaque mois, il aurait dû envisager de devoir rebuilder à chaque fois ses jobs pour être d'équerre au niveau de l'intégration des patchs. Ben là, nous, ce qu'on lui avons proposé, c'est de mettre en place ce processus de CI/CD pour pouvoir automatiser l'ensemble des builds de ces projets et de ces jobs et de l'intégration des nouveaux patchs mensuels de Talent Cloud à la volée avec un système de pipeline et de zéro install workflow. Du coup, lui, il évolue dans un écosystème AWS, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va déclencher le pipeline, ça va déployer une petite machine qui va derrière builder l'ensemble des jobs et le pousser finalement dans son artifact repository. Donc voilà par exemple un cas concret de cas client. Là, nous passons aussi dans la phase d'étape à l'intégration maintenant des test cases dans son process CI/CD. Mais dans l'idée, finalement, ça lui a fait un gain de temps monstrueux finalement pour mettre en place l'ensemble des mises à jour et des systèmes de sécurité de ces job talents. Donc voilà pour cette petite présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une main levée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Benjamin, je t'en prie. Oui, moi j'ai une petite question, c'est que du coup là vous avez présenté une démo sur un Talend en version 8, licence cloud. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur de la 7.3 et sur une TAC classique, quoi, justement sans la version cloud? Alors sans la version cloud, non. J'ai déjà travaillé sur une version 7.3 où, comme je le disais, la version, c'est à partir de la version 7.2 qu'ils ont commencé à mettre en place ce petit plugin. Du coup, j'ai travaillé en version 7.3 sur la partie cloud, du coup, où de la même manière, enfin, le process que je vous ai listé là est équivalent et identique. Et c'est justement pour ce point-là, en fait, pour cette phase de migration qu'on a décidé de mettre en place, que le client a voulu mettre en place ce principe de pipeline. Mais aucun retour de mon côté. Peut-être, Sébastien, de ton côté, est-ce que tu as des éléments sur la partie plus TAC, en tout cas? Non, effectivement, on n'a pas forcément eu l'expérience de l'implémentation complète de cette approche-là. À l'époque, sur le TAC, il y avait un module qui s'appelait le Publisher qui permettait, lui, d'exploiter cette partie un petit peu comme en 9, etc., etc. Mais dans le cadre de nos projets clients, on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'implémenter ça.
Ça s'est plus concrétisé effectivement avec les versions 7.3, sachant que comme l'a montré Alexandre, c'est la Zero Workflow installation arrivée en 7.2, où on a commencé vraiment à s'intéresser sur cette partie-là. Et c'est aussi ça coïncide aussi avec l'implémentation des test cases. Je rebondis sur les test cases, puisqu'on a eu une question là-dessus qui a été répondue dans le chat par Yabir, aussi un de nos consultants, où la question était: Talend donne la possibilité de faire des évolutions très rapidement. L'utilisation des test cases ne ralentit-elle pas cette vélocité, car il faut mettre à jour chaque test case? Je suis d'accord. Ça reste. Non, mais voilà, il faut trouver le juste milieu, le bon équilibre par rapport à tout ça. Et Yabir a donné une très bonne réponse, donc je vous laisserai regarder dans le chat. Mais il faut trouver le bon équilibre entre ça. Un test case, quand même, apporte quand même aussi la validation de ce qu'on a implémenté et l'évolutivité associée. Donc, ça nous évite d'avoir des régressions, etc., etc. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu à ce niveau-là. Bon, voilà, pour répondre à la question, pas de cas concret dans une version TAC qu'on puisse remonter en tant qu'expérience, en tout cas. Ça marche, merci. Donc c'est vrai, en fait, je rajouterais plus sur la partie du coup opérationnelle, DevOps, etc., qu'effectivement, il n'y a pas une solution unique, en tout cas d'approche sur la méthodologie DevOps et aussi sur le DevOps avec Talend. On peut envisager, voilà, en fonction du cas client et du contexte, envisager différents modèles de déploiement et de traitement de ces flux ETL. On a une autre question, Alexandre. Votre client n'a pas de contrainte de sécurité pour utiliser l'API publique de Talend pour publier en notre adresse web? Alors, bonne question. Nous, typiquement, en fait, ce qu'on utilise, on va utiliser finalement un private link, car Talend propose finalement un système de private link. Je vous parlais du cas d'AWS. Talend propose voilà, ce private link de pouvoir communiquer finalement avec la TMC en communication privée. Donc, on ne passe pas par Internet, on va directement communiquer avec la TMC à travers ce backbone finalement entre AWS. Donc ça, pareil, tout est documenté sur le site de Talend. Et si vous avez besoin d'aide ou en tout cas de précision, n'hésitez pas à revenir me voir, je pourrais vous fournir les informations nécessaires. Mais du coup, là, dans ce cas client-là, on ne passe pas par Internet. Normalement, sur le lien de l'événement, vous avez les coordonnées de Alexandre, de Sébastien et de moi-même. N'hésitez pas à nous écrire en direct, on sera ravis de pouvoir répondre à vos mails ou prendre quelques minutes pour discuter lors d'une conf call ou autre sur une problématique particulière. Donc, pour info, mon process c'est terminé. Normalement, si vous voyez mon écran. Donc, je vois bien une version publiée en 0.1.2. Et du coup, si je retourne et que je rafraîchis la page, voilà. Donc, je vois bien que mon process est bien terminé et ma version est déployée correctement. Et derrière, elle est prête à l'emploi. Je vais pouvoir utiliser, comme le disait la personne juste avant en question, déclencher à travers le système d'API, de pouvoir intégrer un process pour déclencher ce job, par exemple, et de le programmer à travers des tâches. Alors, tu as une autre question, Alexandre? Ouais. Donc, pas de problème, je suppose. Pas de problème à laisser passer ou à configurer en entrée ou en sortie uniquement le PLWS. Alors, je vais aller voir. Ouais, je veux bien, parce que moi j'ai eu très rapidement Ouais. cette partie-là. Donc, pas. N'hésitez pas à vous débuter aussi. Hein. Ça nous aide. Ouais, n'hésitez pas. Parfois. À laisser. Donc, pas d'adresse à laisser passer ou à configurer en entrée-sortie uniquement le. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, pas d'adresse à laisser passer ou à configurer en entrée ou en sortie, uniquement le private link. Tout à fait. Parce qu'on ne va pas passer par Internet, tout se fait par le private link. Ouais, tout à fait. Le CI/CD est-il arrêté si les test cases sont en erreur? Oui, on peut envisager ce genre d'étape. Et typiquement là, dans l'exemple que je vous ai présenté ici, le déploiement se fait dès la fin de la phase de génération des pumps, mais on peut par exemple configurer dans notre GitLab CI.yaml une étape de dire lorsque la génération des pumps ou la phase des test cases est terminée, on peut demander une intervention humaine pour dire OK, les tests sont bien validés ou il y a une erreur ou tout s'est bien déroulé, je le déclenche manuellement, la dernière étape qui est le déploiement. Donc ça permet encore une fois
de sécuriser ces étapes-là et de mettre un petit peu un manager qui va piloter ces étapes-là en disant, OK, mon code est bon, mon déploiement, tous les tests sont bien validés, je peux le déployer sur ma TMC. On a d'autres questions. N'hésitez pas à débuter, il n'y a pas de problème. Ouais, on est à la bonne franquette ici. Pareil, je vais vous poser une question informelle. Ils sont peut-être un peu timides, moi aussi je vais poser des questions. Est-ce que grâce à cette présentation, c'est un peu plus clair pour vous, en tout cas, le principe du CI/CD, du zéro install workflow ou de l'intérêt finalement d'un process DevOps dans vos contextes data? Voilà, tout simplement. Là, je crois que oui, super. N'hésitez pas à envoyer aussi des réactions, des choses comme ça. Il y a une question de Mehdi. Oui. Ça a démystifié le concept. Super. J'active mon micro, donc bonjour à tous. Donc concernant les test cases, donc est-ce que c'est un paramètre supplémentaire ajouté sur ma VUN ou c'est pris en compte? Est-ce que c'est type test unitaire comme n'importe quel projet Java? Oui, tout à fait. C'est exactement, en fait, comme je le disais tout à l'heure, qui dit Java dit Maven, et qui dit Maven, en fait, grosso modo, il va reprendre les mêmes principes que des applications Java classiques. Donc, c'est l'équivalent, les test cases qui vont être réalisés sur Talend sont équivalents à des tests unitaires. Donc, vous allez pouvoir finalement faire les commandes à l'identique pour pouvoir déclencher vos tests. Je ne sais pas si Sébastien, tu hochais la tête, peut-être que tu as des éléments C'était ça, complémentaires. ça correspond à des JUnit, des tests unitaires Java JUnit qu'on a. Voilà. Ouais, ok. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Super. J'ai envoyé la question. Il y avait une autre question, je crois. Et tu as toujours des problèmes de versionning de la TMC qui n'est pas celui du job sur Git? Alors, le problème de versionning de la TMC qui n'est pas celui du job sur Git. J'ai Bonne pas question. ce problème-là, mais... En tout cas, peut-être je pense avoir compris la question, de se dire finalement comment on coïncide les versions qui sont poussées finalement dans la TMC. Par exemple, l'exemple que je vous ai présenté ici, le 0.1.2, avec la version côté Git, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, parce que c'est possible que, enfin, quand on versionne, après je ne sais pas si la personne parle de la version du job dans Studio ou la version du job le versionning de Git et ou le versionning de l'artefact de TMC, puisque finalement il y aura même C'est ça. un niveau différent de versionning possible. Après, il faut essayer d'uniformiser ça. Nous, ce qu'on fait, c'est que si on est dans un contexte où on versionne les job talents, ce qui peut arriver quand même des fois à faire, on essaie de faire en sorte que lorsqu'on build l'artefact, on fasse coïncider au moment du build la version avec celle qui provient du job. Parce qu'effectivement, on peut avoir des versions d'artefacts qui sont complètement différentes de celles des jobs. Après, il y a vraiment aussi le versionning de Git qui est autre chose. Après, ça dépend comment on fonctionne en termes de développement et ce qu'on fait. Incrémenté par TMC. Oui, au niveau de l'artefact. Oui, c'est ça. Donc, il dit ici la version c'est 0.1.2, le 0.1 c'est celui du job et le 2 c'est le build. Ouais. Donc automatiquement, en fait, c'est un des points, et dans ce cas-là, c'est une bonne question, puisque c'est un des points sur lesquels on creusait aussi dans notre contexte client, de pouvoir aussi contrôler les versions d'un job et d'un build, plus précisément. Et à l'heure actuelle, on n'a pas la main de pouvoir, en tout cas lors de nos derniers tests, de pouvoir préciser la version du build que l'on souhaite intégrer. Et du coup, il va automatiquement incrémenter à chaque fois ce build-là de +1 à chaque déclenchement de déploiement, finalement. Ouais, la version de l'artefact. Oui, la version de l'artefact, tout à fait. Donc pareil, c'est comme le disait Sébastien, il y a plusieurs niveaux de gestion en fait, de version, la version du job et aussi la partie artefact également. Il faut utiliser les promotions. Oui, les promotions, ça va permettre vraiment de faire les promotions entre les différents environnements.
Et finalement, pour vraiment faire ces tests de déploiement, d'installation de patch, etc., c'est pratique d'avoir une chaîne CI/CD comme Alexandre a présenté. En tout cas, ça marche plutôt bien. Oui, Mehdi? Est-ce qu'on pourrait faire un petit focus sur le script YAML du pipeline ou pas? Bien sûr, on peut Voir on les peut y retourner. paramètres qui sont. Ouais. Pas de problème. Hop. Donc, comme je le montre ici, c'est une version très simple. Encore une fois, là, j'inscris les différents éléments. Donc, je vais revenir sur les deux étapes. Donc, la génération du job, comme je le disais. Donc, il y a la partie MVN. On va appeler notre CI Builder qu'il va récupérer depuis notre Nexus que j'ai créé juste avant. Et je vais lui demander de générer les pumps. Donc, des points items et des points properties générés par Talend, il va en générer les pumps et le code Java et les sources Java. De là, je vais lui préciser un m2settings.xml qui est tout simplement en fait le fichier de configuration des URL de mon Nexus et des différentes sources Talend, Maven, les différentes librairies de Maven de Talend et mes librairies perso à travers le Nexus. Ensuite, je vais y préciser la licence Talend. Là, dans le cadre de la démo, je l'ai inscrite directement dans mon projet. Ce n'est pas forcément une bonne pratique en production. Donc, on va plutôt envisager de la sécuriser et de la mettre dans un endroit un peu plus sécure que dans votre référentiel de code. Mais ça, c'est une autre histoire. Les deux URL dont je vous parlais, à la fois celle de base pour pouvoir les récupérer le command line et la partie update pour récupérer les multiples patchs fournis par Talend. Et enfin, derrière, je vais déclencher la partie deploy où, de la même manière, je vais faire un clean deploy en récupérant, en demandant une génération de type local, de récupérer la licence, les deux URL, de préciser le job que je souhaite builder et d'utiliser le Cloud Publisher. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure dans le Nexus, vous avez différents plugins pour la partie CI. Le Builder Maven plugin qui est le principal, qui va s'occuper de builder votre job, et le Cloud Publisher qui va être en charge de pouvoir déployer votre job. Donc là, du coup, je fais appel à lui. Je précise l'URL de ma TMC. Donc celle-ci, là, par exemple, elle est en Europe. Et enfin, le token de mon utilisateur. Donc là, pareil, dans le cadre du test, j'ai généré un token dans le cadre de la présentation que j'inscris en dur. Encore une fois, dans les bonnes pratiques, on va plutôt avoir tendance à le sécuriser à travers une variable sécurisée. Et enfin, je précise l'environnement et le workspace, ce que je vous présentais juste avant dans la TMC. C'est l'environnement démo et mon workspace démo. Donc tout ça, c'est déclenché dans un container Docker qui est lui-même déclenché, déployé dans une machine dédiée qui est un runner GitLab pour ceux qui sont adeptes de GitLab, où mon Docker va se déclencher, va se lancer et par la suite être détruit. J'en profite, on a une autre question qui Ouais. était y a-t-il moyen de revenir sur la version 0.1.1 sur la TMC, ou que Yabir a déjà un petit peu répondu. Et donc, oui, on peut revenir sur des versions précédentes d'artefacts. Elles sont toutes stockées au niveau de la TMC. Et on peut éventuellement à tout moment revenir sur une ancienne version. Il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que pour la partie GitLab CI, le template, est-ce que c'est bon, en tout cas pour la personne? Je n'ai pas vu qui a posé la question. Mais... C'est très clair. Merci, ok, Mehdi. super. C'est Mehdi, ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? On en prend encore une ou deux. S'il y a. Allez. S'il y a, exactement. S'il y a, Déjà, a priori, sur le sondage, la question est-ce que ce webinaire vous a-t-il aidé à mieux comprendre le CI/CD avec Talend? Vous avez répondu tous oui, donc très bonne chose et très satisfait. super. Ok. C'était le but. Ce que je vous propose, c'est juste de revenir rapidement sur notre agenda. Et puis, s'il y a des questions, on les prendra là pour finaliser. Hop. Alors, Et je reprends juste sur avant le- l'agenda, une petite question, donc c'est très bien. Une question qui a été posée. Alex, c'est avez-vous réalisé des projets de API Services avec une CI/CD pour construire des Docker images, etc.
Alors, pas encore. Pas encore. Ça nous intéresse. Comme je vous le disais, moi, je suis plutôt un consultant DevOps et je suis féru de containerisation de Docker et de Kubernetes, notamment. Donc, effectivement, on n'a pas encore mis en place. Yabir a eu un contexte client où il avait la possibilité voilà, de créer des images de flux talent, de job directement. Mais voilà, on n'a pas véritablement eu l'occasion depuis les projets API Services de créer ce genre de chaîne CI/CD, en tout cas avec des constructions d'images Docker, etc. Si vous avez un contexte, n'hésitez pas. Hein. avec plaisir. Hein. Du coup, je vais passer sur la petite slide des prochains webinaires. Normalement, vous devez voir mon... rapidement. Donc, les dates ne sont pas encore complètement posées, mais on va communiquer sur LinkedIn et aussi sur notre newsletter. Donc, nous avons au mois de mai, on fait une petite pause sur les événements parce que je pense que pas mal de personnes seront en vacances avec les différents ponts, etc. Mais on reprend dès mois de juin. Et au mois de juin, on va reprendre notamment avec un événement qu'on a hâte de finaliser, mais en lien avec l'éditeur DBT Labs. Donc, ce sera un événement en physique qui sera retransmis et dont il y aura évidemment un replay. Donc, où on va tout simplement, en termes d'agenda, faire une petite introduction à DBT avec des gens de DBT qui vont nous accompagner pour cette présentation et puis aussi revenir sur un Rex projet qu'on a pu implémenter sur cette technologie-là. En juillet, on fera un webinaire sur la stack Microsoft Data. Donc voilà, on va faire une introduction à tout l'environnement Microsoft Data. Et puis en septembre, donc après la pause estivale, on reviendra avec un webinaire qui reprendra les concepts du data mesh. On en parle beaucoup depuis quelques mois maintenant, mais c'est bien peut-être de défraîchir aussi et puis de voir un petit peu où en est la maturité de ce concept et puis l'introduction du coup à Starburst qui est notre éditeur partenaire et ça nous permettra de vous introduire un petit peu à sa solution. Voilà, on va communiquer tout ça. N'hésitez pas à vous inscrire, à faire tourner. En complément, ce que je peux vous dire, c'est que Commit Technology recrute. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. On recrute des profils de data engineer, de chef de projet data, de data architecte évidemment et de DevOps engineer. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler ou à faire tourner auprès de vos réseaux, qu'il soit donc une vraie communauté d'expertise, une boîte à taille humaine, avec un climat social qui est juste et de confiance et de transparence. Quoi vous dire d'autre? Si vous avez des contextes également data et des challenges avec lesquels on peut s'amuser, n'hésitez pas à nous solliciter aussi. Vous avez nos coordonnées un petit peu de partout sur LinkedIn, par mail, sur l'événement, etc. N'hésitez pas à nous solliciter et on se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur vos projets, vos challenges. S'il n'y a pas d'autres questions, super, merci beaucoup Otman. N'hésitez pas à nous faire des petits retours et puis nous vous souhaitons un bon appétit. Bon appétit et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.